Cette mécanique de perception sans savoir est appelée la perception. C'est lorsque quelqu'un perçoit des choses sans avoir conscience de ce qu'il ressent. Cependant, le doute peut également être présent dans cette situation. Le doute peut se manifester lorsque nous ne sommes pas sûrs de notre perception et de sa fiabilité. Il peut également se produire lorsque nous sommes confrontés à plusieurs possibilités qui semblent toutes vraies, ce qui crée une forme d'énergie ressemblant au doute. Dans de tels cas, il est important de faire confiance à sa propre perception et de choisir la possibilité qui semble la plus appropriée. Il est également possible que le doute provienne du fait de ne pas se faire confiance ou de ne pas être sûr de laquelle des possibilités choisir. Dans tous les cas, il est important d'écouter sa perception et de ne pas remettre en question sa fiabilité. La personne dont il est question a été taquinée et cela n'a rien à voir avec la situation. D'autres personnes sont constamment taquinées pour voler, ce qui fait que je ne leur fais pas confiance. Mais quand quelque chose arrive, la plupart des gens remettent en question leur perception, alors que moi, j'ai une raison qui explique pourquoi je ne remets rien en doute. Si c'est un ami, je cherche immédiatement une explication à travers ce que je connais suffisamment pour faire la même chose. Ce n'est pas un je n'aurais jamais pensé ça d'elle, mais plutôt il doit s'être passé quelque chose de particulier. Pour qu'elle agisse ainsi. Je ne m'en préoccupe pas si je ne suis pas personnellement impliqué. La perception varie selon que l'on sait reconnaître la saveur de nos perceptions et distinguer entre celles qui sont instantanées et celles qui sont analytiques. Cela fait que l'on sait. La même chose s'applique à un livre. Votre perception vous dira que le livre est intéressant, mais ce n'est pas nécessairement vrai. La main qui l'a touché avant vous était peut-être très intéressante. Quelque chose s'est produit en tout cas. La personne remet immédiatement en question. Plutôt que de chercher une explication plus approfondie. C'est pourquoi l'individu remet toujours en question. En ce qui concerne votre développement, vous ne pouvez rien faire, car j'ai déjà tout fait. Nous sommes tous mal pris d'être ensemble. Si ça fonctionne, tant mieux. Il n'y a pas de karma, pas de problème. Quant à ma participation politique sur Terre, cela ne vous regarde pas. En ce qui concerne les différences d'attitude des chefs, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Les personnes doivent comprendre ce qu'elles ont à comprendre. Il y a quelques personnes dans le groupe qui ont eu du mal à accepter le comportement des chefs, mais cela ne concerne pas tout le groupe. Il est important de ne pas se laisser influencer par quelques individus qui ont été heurtés de manière égoïste. Il est facile de se focaliser sur quelques instants d'une journée et de juger une personne selon cela. C'est typiquement humain. Un seul vol après 20 ans sans voler et vous êtes immédiatement considéré comme un voleur. Le texte parle de la nature humaine, en soulignant les aspects contradictoires tels que l'individualisme et la nécessité de travailler en groupe. Il évoque également le phénomène de jalousie et de déception, où certaines personnes, ne pouvant pas être intégrées dans un groupe, cherchent à le déstabiliser. L'auteur explique que les individus ont tendance à retenir et exagérer les aspects négatifs des autres, ce qui peut influencer leur perception globale. Il mentionne également que ceux qui critiquent souvent finissent généralement par passer par les mêmes étapes par la suite. Le texte fait référence à l'idée de rencontrer des vrais moines bouddhistes pour mettre en évidence la déception liée aux attentes irréalistes envers les autres. Enfin, il mentionne la similitude entre Iblis et Lucifer, en les considérant tous deux comme faisant partie de l'illusion. Dans cette synthèse, l'auteur aborde plusieurs concepts liés à la création, à la pensée et à la spiritualité. Il souligne que la création peut être perçue comme accidentelle ou intentionnelle, en fonction du point de vue adopté. Il remet en question l'idée d'une toute-puissance divine, soulevant le paradoxe de la capacité de Dieu à créer un objet trop lourd pour lui-même. Il mentionne également la possibilité de réaliser une chirurgie astrale, qui consiste à explorer son âme et à transformer son ego en énergie. L'auteur met en garde contre les dangers de cette pratique, soulignant qu'elle doit être entreprise avec compréhension et par des individus qualifiés. Vivre ou atteindre les limites de son mensonge cosmique signifie parvenir à une initiation solaire et fusionnelle, où l'individu échappe aux limitations du mensonge cosmique de notre galaxie. Cela implique d'atteindre la conscience nécessaire pour reconnaître et éliminer les illusions liées à ce mensonge. Vivre ces limites peut se produire de manière progressive, où l'individu réalise qu'il reste encore des lieux de mensonge cosmique à éliminer. Cela est dû au fait que le mensonge cosmique est courbé par l'espace-temps, ce qui fait que l'individu tourne en rond et rencontre continuellement de nouvelles illusions à surmonter. Un transport séraphique est un moyen de voyager idéal,
où il n'y a pas d'écrasement et aucun coût en énergie. Le corps vital, qui entoure l'âme, est divisé en deux parties énergétiques, le chérubinique et le séraphique. Le chérubinique permet à l'âme de s'exprimer et de bouger le corps physique, tandis que le séraphique est en contact avec le processus supramental. Le séraphin individuel a la capacité d'entrer en contact avec le processus supramental et peut générer des gestes de pensée et un double éthérique. Ce double éthérique, purifié des chérubins, permet des capacités telles que traverser les murs ou voler. Finalement, un ajusteur de pensée se forme et il y a une fusion entre le séraphin corporel et le séraphin supramental, ce qui donne lieu à une fusion supramentale. Le séraphin du deuil éthérique a également la capacité de se connecter à l'énergie vitale planétaire dans le plan morontiel. Un séraphin est une entité qui possède des tentacules canalisant son essence et lui permettant de voyager à travers différents mondes. Contrairement à la matière, il n'est pas limité par l'espace-temps ni par les courbures gravitationnelles, ce qui lui permet de se déplacer beaucoup plus rapidement que la vitesse de la lumière. Ce déplacement, appelé transport séraphique, permet à un individu de projeter sa conscience à travers l'univers et de communiquer avec des mondes extraterrestres plus évolués. Dans le futur, des véhicules séraphiques seront développés pour transporter des individus dans ces autres dimensions. Cette capacité de contrôler ces structures séraphiques est obtenue en digérant des ajusteurs de pensée. L'ego, quant à lui, est vu comme un aspect du mental qu'il faut parvenir à contrôler sans le nourrir, en se concentrant sur le développement d'autres parties de soi comme le corps astral, le mental ou le corps physique. Ce texte aborde divers sujets tels que le temps, la mémoire et l'existence astrale. L'auteur souligne que le temps est une illusion relative à notre perception humaine, tandis que dans une perspective cosmique, il n'a pas de réelle existence. Il explique que l'utilisation des dates et des cadres temporels est pratique pour notre ego et notre mémoire, mais ils sont finalement illusoires. Les techniques PMC et BMC peuvent influencer le cadre événementiel et matériel de l'humain, mais elles agissent toujours dans le cadre du temps et de l'espace. L'auteur affirme également que lorsqu'on est capable d'englober tous les temps multiples et parallèles, on devient immortel mais pas encore intemporel. Il conclut en disant que les mémoires sont relatives et qu'il existe de nombreuses autres formes de mémoire, telles que la mémoire galactique supramentale. Lorsqu'on aborde le phénomène de la création, on réalise que le temps joue un rôle essentiel et que la mémoire est absorbée. On devient temporel, mais cela signifie également que l'on cesse d'exister. Cependant, malgré cette non-existence, on est tout de même présent. Différents niveaux de mémoire existent, tels que la mémoire astrale et planétaire, mais lorsqu'on atteint le niveau galactique, on se rend compte que ce n'est pas de l'omniscience, on n'a simplement plus d'informations. Il n'existe pas d'êtres capables de contrôler leur infusion et effusion dans le temps, mais il y a des êtres qui ne sont pas soumis au temps en termes d'existence, bien qu'ils soient soumis au temps dans leur déplacement. Contrôler le temps signifie également être affranchi de l'espace, et inversement. Les deux sont liés et représentent différentes visions d'une même réalité. L'évolution est semblable à la vibration d'un morceau de métal, où de nouveaux sens se développent au fil des plans. L'existence ne dure pas, elle est un accident de la projection du rien. Ce rien a souvent projeté différentes créations, mais nous ne retournerons pas dans une autre. Le rien n'a rien engendré, la notion de création à partir de rien est philosophique et pratique, mais ne permet pas d'expliquer réellement. La conscience et l'inconscience sont la même chose du point de vue de l'humain. Dans ce texte, l'auteur aborde différentes notions liées à la conscience, à l'évolution et à l'univers. Il explique que la connaissance supramentale est limitée dans le contexte humain, mais qu'elle n'a pas de limite en elle-même. Il mentionne également que le corps physique est essentiel pour notre évolution, car il permet de retenir les énergies et de garantir notre mémoire. L'auteur discute également des trous noirs et blancs, affirmant qu'ils régularisent la température des systèmes universels, mais qu'il ne sera pas possible pour l'homme de les créer artificiellement. Enfin, il mentionne que l'humain, en évoluant, peut aspirer l'énergie de la création et devenir comme un trou noir, mais qu'il est différent car il inclut tous les espaces-temps. Dans cette discussion, il est expliqué que la gravité d'un trou noir attire et détruit tout ce qui se trouve à proximité. Cependant, il est aussi mentionné que si un être humain entre dans un trou noir, il peut absorber une galaxie entière sans que celle-ci ne se rende compte de ce qui se passe. On parle également de la vitesse de rotation des trous noirs et de leur masse variable. Il est souligné que chaque trou noir est unique et qu'ils ne sont pas créés pour la même raison. Quant au transport séraphique, il semble être préféré comme moyen de déplacement.
Il est mentionné que l'être humain peut devenir un immense trou noir sans trou blanc et que cela pourrait conduire à la résorption de l'univers. En ce qui concerne la gestion énergétique de la Terre, il est révélé que cela est entre les mains de multiples personnes réincarnées, mais certaines ne le savent pas. Il est suggéré qu'il y a des liens familiaux entre ces personnes. Il est impossible de mettre en place un système de jeu dans le quota énergétique de la planète qui permettrait à l'humanité d'évoluer rapidement sans pénaliser une partie de la population. Selon l'auteur, l'humanité évolue grâce à la recherche du plaisir et à la fuite de la souffrance. Si le plaisir est donné sans effort, l'évolution s'arrête. L'histoire de l'humanité montre que les périodes d'abondance ont souvent été suivies de sacrifices humains et de problèmes. L'homme ne progressera réellement que lorsque l'intelligence et la conscience écologique se développeront en lui. Selon l'auteur, toutes les différentes versions de soi existent simultanément, mais dans des temps parallèles. Le passé, le présent et l'avenir sont tous présents maintenant. Lorsque toutes les versions de soi se rejoindront, cela entraînera une fusion et un rajeunissement de l'individu. La science serait capable de dématérialiser et de projeter des solides, des liquides et des gaz à travers le temps et l'espace. Cependant, l'auteur suggère qu'il est préférable que chaque individu ne sente que son propre odeur dans son environnement. L'odeur de sainteté, liée au martyr, est une mémoire astrale qui ramène à l'humilité et à la pureté. Après une conférence, le narrateur ressent une forte énergie vitale et cherche à la conserver. On lui explique que l'énergie excédentaire est stockée dans un égrégore, qui la redistribuera ultérieurement. Lorsqu'il prend une douche, l'énergie en lui diminue mais celle qui l'entoure reste. Cette énergie est absorbée par l'égrégore correspondant. L'énergie n'a pas de composition chimique, mais une constitution énergétique. Elle peut se matérialiser en ectoplasme et à terme, l'humanité pourra la créer directement. Une autre personne peut temporairement absorber cette énergie mais il est conseillé de la confier à un égrégore plutôt qu'à une personne. Il n'est pas nécessaire pour l'homme nouveau d'éviter tout contact avec l'eau, car l'énergie perdue serait de toute façon relâchée dans l'air. Le corps physique se transformera progressivement pour mieux gérer l'énergie, mais une partie sera toujours perdue. Cette énergie n'est pas perdue si on est à la hauteur de soi-même, car elle peut être récupérée par l'égrégore. L'énergie mentale ou supramentale est une forme d'énergie que l'être humain peut accumuler et redistribuer selon ses besoins. L'individu se trouve dans une situation où il en manque, cette énergie lui sera restituée. Il est possible de stocker cette énergie dans un accumulateur, ce qui permet de ne pas la perdre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Sous-titre réalisé par la communauté des Amara.org.